On n'est pas des patrons tout puissants, mais d'avoir le respect des décisions. C'est ça l'autorité. Et de savoir que parfois on a pris des décisions parce qu'on a une expérience qu'elles n'avaient pas les autres personnes. Parfois aussi parce qu'on le dit parce qu'on est prêt à prendre un risque et dire je suis pas sûr d'avoir raison, mais c'est la direction dans laquelle je veux aller. Je pense aussi que c'est important de faire confiance à l'intuition. Tout ne peut pas être cadré, même si je parlais beaucoup de science, cadré, calculé, rationalisé. Parfois, il faut se dire, je peux pas vous l'expliquer complètement, mais j'ai une intuition qu'il faudrait faire ça. Je pense que c'est important. L'action, c'est le pouvoir de changer les choses. On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, c'est pas un but. C'est Madame la Présidente. Bonjour Olivier, vous êtes depuis 2013 directeur général de la filiale française de Incyte, une société biopharmaceutique internationale. Et c'est une de vos N-1 qui m'a recommandé de vous interviewer. Ce que vous avez accepté et j'en suis ravie. Alors, il se trouve que depuis la création du podcast, on me demande d'interviewer des hommes, ce qui m'a toujours surprise avec le nom du podcast. J'avais dit que je le ferais en saison 3, donc nous y voilà. Et merci beaucoup d'avoir accepté. Ce que j'ai envie de creuser avec vous, c'est à la fois votre vision du pouvoir en entreprise, avec les mêmes questions que je pose aux femmes que j'interviewe ici. Et nous parlerons tout de même de votre vision de l'égalité au sein des directions. Et donc, pour démarrer, j'ai envie de connaître votre vision du pouvoir. Bien, bonjour Nelly, je suis effectivement ravi de répondre à la demande de ma collaboratrice pour participer à ce podcast. Donc ma vision du pouvoir en entreprise, c'est avant tout qu'on doit s'engager dans un métier avec passion, de manière à pouvoir réaliser ses objectifs. Et en particulier pour moi qui suis dans le domaine de la pharmaceutique, les patients prennent une grande place dans notre engagement, c'est-à-dire inventer des médicaments innovants, de faire progresser la médecine. Faire du progrès médical, c'est notre premier objectif. Et donc le pouvoir, au sein de ça, c'est au fur et à mesure de sa carrière d'apprendre à contribuer de plus en plus à cet objectif de faire du progrès thérapeutique, à différents niveaux, par différents métiers. Et le pouvoir fait qu'au fur et à mesure qu'on acquiert de l'expérience, on devient de plus en plus compétent, on a de plus en plus de réseaux autour de l'écosystème de la santé. Et donc on peut utiliser ces compétences et ce réseau pour exercer ces métiers différents qu'on fait dans sa carrière. Et le pouvoir vient naturellement avec ça, c'est-à-dire qu'effectivement, on devient de plus en plus reconnu pour donner des conseils aux plus jeunes, pour faire profiter de son expérience. Et pour moi, c'est ça le pouvoir. C'est de pouvoir effectivement prendre des décisions importantes pour l'entreprise en s'appuyant sur les collaborateurs qui deviennent au fur et à mesure de sa carrière de plus en plus juniors par rapport à vous qui devenez seniors. Alors, j'adore votre réponse, parce que c'est la première fois que je l'ai, donc rien que ça me passionne. Pour vous, le pouvoir, si je résume un peu, c'est déjà répondre à des objectifs, c'est développer ses compétences, vous avez parlé du réseau, et c'est transmettre aussi aux générations d'après. Vous avez mentionné la logique de légitimité. Du coup, on va d'abord s'appuyer là-dessus. C'est quoi pour vous le rapport entre pouvoir et légitimité ? Le pouvoir, c'est quand même de prendre certaines décisions quand il faut effectivement arbitrer des avis différents ou des expériences différentes. Et on prend des décisions très souvent, tous les jours quasiment en entreprise, de manière à faire en sorte qu'on réalise ses objectifs. Et il faut faire parfois des prises de risques sur ces décisions, parce qu'elles s'avèrent pas toujours justes, il faut parfois les corriger. Et donc le pouvoir, c'est d'assumer ces décisions et d'assumer de les corriger en cours de route. Et si je regarde le parcours, par exemple, de ces 10 dernières années chez Incyte, on a réalisé, je crois, plus de succès que d'échecs, mais il y a pas mal d'échecs. Et si c'était à refaire, on sait qu'on ferait différemment certaines choses pour les réussir. Mais globalement, c'est ça le pouvoir. La légitimité, c'est de savoir qu'on a eu l'expérience dans le passé d'un succès ou d'un échec et de pouvoir reproduire, si possible, le succès ou de corriger là où on a fait des échecs. Ok, donc le pouvoir de se tromper et d'assumer ses décisions, du coup. Oui. Je vais revenir au rapport aux compétences. Qu'est-ce que vous faites comme lien entre pouvoir et compétences ? Parce que c'est la première chose que vous m'avez dit, d'acquérir des compétences. Donc, quelle est l'importance du lien pour vous entre les deux ? On est dans un métier quand même très technique. On est dans la médecine, on travaille avec des gens qui sont des scientifiques, dans lesquels la rigueur est très importante. Et donc, il faut avoir ces compétences de connaître comment fonctionnent les médecins, comment fonctionnent les médicaments, comment réagissent les patients, de manière à avoir la compétence de pouvoir discuter avec les gens qui prennent des décisions médicales. Ça, c'est le plus important. Il faut que le médecin ait, devant son patient, la possibilité de savoir comment prescrire nos médicaments le mieux possible au bon moment pour le bon patient. C'est ça la compétence. C'est effectivement de savoir lire une étude clinique comme le ferait un grand professeur de médecine. C'est de savoir en marketing qu'est-ce qui va le toucher, mais de manière compliant, c'est-à-dire en respectant les règles. On est dans un domaine très encadré, la médecine et le pharmaceutique, ce qui est tout à fait normal. Donc la compétence, c'est de savoir se mouvoir
dans cet écosystème. Et j'ai un exemple d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on avait un recrutement pour un chef de produit. Et on avait le choix entre un chef de produit extrêmement compétent, techniquement très au point, et un chef de produit qui venait du domaine moins médicaments, plus des compléments alimentaires. Mais son engagement et sa passion fait qu'on s'est dit, il va apprendre des compétences et il nous apportera toute cette vision un peu externe de cet engagement et de cette passion. Est-ce que la passion et les compétences, ça suffit pour être un bon manager ou une bonne manager ou directeur, directrice ? Je pense que ça en fait partie, mais pas seulement. Je pense qu'il faut acquérir de l'expérience, il faut savoir se former, il faut savoir échanger, il faut savoir faire du coaching pour soi-même de temps en temps, il faut savoir discuter avec des collègues qui ont effectivement vu des situations de manière à acquérir cette expérience, parce qu'on est dans l'être humain, dans le management. Et donc l'être humain est un être complexe, et donc le management, c'est aussi une dimension assez complexe de notre responsabilité de salarié, de professionnel. Est-ce que vous avez déjà douté de vos compétences ? Ça m'est déjà arrivé de douter en management, oui, par rapport à cette légitimité justement. De se dire, par exemple dans une réunion de direction, est-ce que je suis au bon niveau de rôle ? Est-ce que je ne fais qu'écouter ? Est-ce que je ne fais que prendre le consensus ? Ou est-ce que j'amène suffisamment ma décision au bon moment ? Oui. Qu'est-ce qui vous a fait définir que c'était le bon curseur ou pas ? Après, il faut pas avoir peur de demander ce qu'on appelle le feedback, le 360, auprès de ses collaborateurs les plus proches. Ceux qui vous connaissent bien, ils connaissent vos qualités et vos défauts ou vos points d'amélioration. Parce que je crois que quand on travaille avec ce niveau de passion, on est soi-même. C'est-à-dire qu'on est soi-même avec ses petits travers. Et donc, ça peut jouer dans sa profession et dans sa réaction. Il ne faut pas hésiter, effectivement, à demander cet avis. Vous voulez demander à qui, du coup, au feedback ? Feedback à mes collaborateurs les plus proches. Mais N-1, comme vous dites. Voilà. Vous avez aussi parlé de réseau, très important dans le pouvoir. C'est quoi l'importance du réseau ? Comment vous l'avez construit ? Et encore une fois, je vais revenir sur effectivement la passion. Par exemple, moi, je suis passionné par l'hématologie et donc j'ai un réseau auprès des hématologues qui est très très fort parce que je suis arrivé au début tout neuf et j'ai appris tellement de choses et j'ai utilisé tellement ces connaissances que j'ai construites avec les hématologues pour apprendre leur métier qu'effectivement après j'ai pu être reconnu comme populaire au milieu d'eux et très, comment dire, en construction réciproque. C'est-à-dire, l'industrie pharmaceutique peut être considérée comme uniquement des vendeurs de médicaments auprès des médecins. Mais en fait, on est bien plus que ça. On est là pour effectivement aider dans leur métier. Et leur métier, c'est de soigner des patients. Et si on le fait de manière extrêmement honnête, transparente et engagée, on va créer ce réseau où on peut se parler vraiment sans filtre sur savoir, effectivement, ça, je peux le faire, ça, je peux pas le faire, ça, je peux t'aider, ça, je peux pas t'aider, etc. Chacun a ses contraintes. L'industrie pharmaceutique a ses contraintes. Il faut être dans l'honnêteté, la transparence. C'est ça le réseau qui fait qu'on peut appeler des gens avec qui on a travaillé depuis des années ou même pas récemment et ils vont avoir confiance en vous et inversement. Pour moi, c'est la confiance, le réseau. Et elle se crée comment, cette confiance ? Par avoir été honnête et transparent dans l'histoire. Donc nous, on développe des médicaments, on fait des essais cliniques. Parfois, on peut dire oui, parfois on peut dire non pour des soutiens ou parfois on est obligé d'arrêter des études. Il faut savoir le dire au bon moment aux professionnels de santé. Il ne faut pas avoir peur de dire des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre, mais qui sont tout à fait réfléchies et honnêtes et éclairées comme décision. Est-ce que vous avez déjà senti, en partageant ce genre d'échec, comme vous avez dit tout à l'heure, ou d'arrêt, que ça allait mettre une pression supplémentaire, que ça allait être plus compliqué pour vous par la suite ? Est-ce que ça a déjà créé le doute ou pas le fait d'annoncer des échecs ? Non, en général, si on est honnête et transparent, effectivement, quand on travaille avec des personnes qui connaissent l'écosystème de la santé, et donc le fait qu'on développe des médicaments avec un certain nombre d'échecs de développement, mais il faut savoir quand l'échec, parce que ce médicament n'aura pas le bénéfice attendu, il faut vraiment ne pas aller au bout, ne pas s'entêter, parce que sinon on risque d'avoir un échec commercial, voire un échec pour les patients. Donc je pense qu'effectivement, on est dans un domaine où il faut avoir cette honnêteté, transparence, et c'est ce qui crée un très bon réseau. Ok. Est-ce que ça a toujours été facile pour vous d'aller voir les différentes personnes, de vous faire entendre, de partager votre point de vue, d'être en relation ? Alors oui, c'est une très bonne question et je pense que c'est un bon conseil pour les jeunes. Il faut pas avoir peur d'aller voir les gens, il faut pas avoir peur de poser des questions, il faut pas avoir peur de
pas savoir, parce que les gens sont toujours contents de vous apprendre. Et donc, j'ai pas peur de me lancer. Et même, on dit toujours, il n'y a pas de questions bêtes. Et c'est relativement vrai. Souvent, quand vous posez une question dans une grande réunion, etc., vous savez intrinsèquement qu'il y a plein de gens qui sont bien contents que vous l'ayez posé. C'est pas faux. Je vous pose toutes ces questions-là parce que le rapport justement aux compétences qui développent l'assertivité, en fait, on n'a pas utilisé le mot assertivité, mais les compétences qui permettent d'assumer son assertivité, le fait de prendre la parole, le fait d'être reconnu, etc. C'est un des sujets, normalement, pour les femmes qui n'est pas forcément évident parce qu'il y a besoin de vraiment montrer patte blanche, d'assumer son expertise, de s'appuyer. Du coup, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous avez déjà vu dans votre environnement, puisqu'on est dans un environnement pharmaceutique, donc qui est plutôt en plus très féminin, des femmes pour qui on a pu couper la parole, qui n'ont pas pu se positionner à leur juste niveau, qui ont dû s'imposer pour réussir à s'exprimer ou pas du tout? Si c'est pas du tout, c'est OK. Non, j'ai pas vu, surtout que là, je me réfère plutôt à une expérience récente de ces 12 dernières années au sein d'Insight. Et non, franchement, je vois pas de moment où il y a une inégalité de cette prise de parole ou cette position. Surtout, encore une fois, peut-être par notre domaine scientifique. La science, c'est quelque chose qui rassemble. Une scientifique femme ou homme a le même poids du moment qu'il y a effectivement ce niveau de compétence et de connaissance de la science. Alors, je pensais notamment, Insight, c'est votre entreprise dont vous êtes le directeur. Je pensais aussi, vous avez beaucoup de colloques ou de forums dans la pharmacie. Je pensais plutôt dans des événements extérieurs auxquels vous auriez pu être confronté à ça, peut-être. Les événements où vous faites du réseau, notamment. Alors déjà, dans les congrès internationaux, je vois absolument pas questions scientifiques, médicaux. Je vois absolument pas de différence. Je vois sur les podiums des présentatrices hommes et femmes. Je vois des questions dans la salle hommes et femmes. Franchement, je crois que le milieu scientifique est probablement un milieu qui est très ouvert de ce point de vue, il me semble, mais je connais pas suffisamment les autres milieux pour pouvoir. Alors, on va préciser milieu scientifique dans la biopharma, parce que si on parle de data, d'IA, c'est encore. Donc, on va le réduire quand même à la biopharma, parce que c'est celui que vous connaissez. Ouais. Dans les autres, là, il y a un dossier qui vient de sortir aujourd'hui sur Système BCG, que malheureusement, je n'ai pas encore lu, mais qui montre qu'on est encore très loin sur. Alors, notamment, c'est sur les fondations. Les entreprises qu'on fonde où il y a encore très peu de femmes. Et demain, je vais à une réunion à l'UNESCO, justement, sur la place des femmes dans le scientifique. Et on est encore un peu loin. Mais je vous crois sur parole, sur la biopharma, c'est ce que vous avez vu. Oui, dans l'environnement que je connais, les congrès, etc. Par contre, et ça, je peux pas tellement l'exprimer, je pense qu'à l'hôpital, il y a probablement encore beaucoup de progrès à faire. Mais ça, c'est un autre sujet. L'hôpital est probablement un domaine où le niveau de, il y a pas de RH dans l'hôpital. Donc effectivement, c'est un vase clos où les mauvaises tendances peuvent se libérer. Et effectivement, j'ai entendu dire qu'effectivement, pour les femmes, c'est plus compliqué à l'hôpital. Pour devenir chef de service, c'est beaucoup plus compliqué. Et qu'effectivement, certainement dans le passé, peut-être encore aujourd'hui, encore que ça a dû changer, effectivement, il y avait une sorte de mandarinat qui fait que les femmes étaient un peu rabaissées à l'hôpital. Mais encore une fois, je ne suis pas à l'hôpital et je vois que de loin. Pas de souci. Juste pour l'hôpital, il y a un double problème. Il y a le problème au niveau des médecins, il y a le problème aussi au niveau des études qui sont aussi très sexistes de façon générale. Mais il y a aussi un deuxième problème là qui sort de plus en plus, c'est les patients. Il y a beaucoup de sexisme avec les patients. Donc en fait, de façon générale, l'hôpital est un environnement très compliqué pour les femmes. Après, on va pas en parler tous les deux puisque finalement on n'y est pas, mais on le note. Je vous posais la question pour savoir si vous aviez déjà du coup été témoin de ça et si vous aviez pu réagir ou pas. Mais du coup, vous n'avez pas été témoin, donc tant mieux. C'est l'essentiel. Pour revenir au management, du coup. Donc, on a dit, pour le pouvoir, il y a les compétences, le réseau, la transmission, très important pour vous. C'est quoi les qualités d'un bon directeur, directrice, manager, du coup, mais directeur, directrice, pour justement avoir, en plus des compétences du réseau, tout ça, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à embarquer ces équipes? Justement, il faut avoir une vision de où est-ce qu'on veut les embarquer. C'est un petit peu comme un bateau. Il faut un skipper. Le skipper, il travaille avec le navigateur, le tacticien. Il a ses équipes proches pour que, effectivement, les personnes puissent... Alors, en bateau, on fait des quarts de nuit, et donc, on va se coucher, il faut qu'on sache que le bateau va continuer à avancer dans la bonne direction. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que dans une entreprise, vous pouvez pas être surtout à tout moment, en tant que directeur général, vous devez avoir confiance dans vos équipes, mais qui sachent effectivement quel est leur rôle et où est-ce qu'on les emmène, et savoir les informer quand il y a des changements de direction à prendre. C'est ça le plus important, je pense. C'est la vision, tout dans ce monde actuel qui est quand même compliqué, où effectivement, on voit que ça bouscule beaucoup les modèles, et donc, qu'ils soient rassurés qu'on est calme, on a des plans B, on a des plans C, et qu'en tout cas, on réagira par rapport à ce qui se passe. Donc,
pilote du bateau, mais comme quelqu'un qui garde le cap, qui est hyper calme et qui a toujours les solutions par rapport aux autres. Comment est-ce que vous gérez l'engagement des équipes du coup? Si c'est vous qui avez les solutions, comment est-ce que vous faites en sorte que les gens se l'approprient ou prennent des initiatives? Ils ont souvent quand même des bonnes idées dans leur métier. Et puis c'est ça un peu, vous parlez du pouvoir, mais ça se diffuse dans la chaîne N, N-1, N-2, N-3 finalement. C'est ça qui est chouette, c'est-à-dire qu'effectivement, on sait que nos N-1 vont pouvoir avoir un petit peu cette approche avec leur propre personnalité. Chaque directeur de département a sa personnalité et peut gérer son équipe de manière un peu différente. Il y a certains qui sont un petit peu plus dans le contrôle, d'autres qui sont plus dans effectivement le lâcher prise, etc. Mais finalement, à partir du moment où les collaborateurs adhèrent à leur manager et ont confiance en lui, ça se passe bien. Comment on crée la confiance du coup avec son équipe? Parce qu'on a parlé de la confiance avec ses pairs tout à l'heure, mais avec son équipe. Ouais, je crois qu'avec son équipe, une partie de la confiance, c'est de pouvoir être lisible à l'avance, a priori, en réaction. Même parfois quand ça peut être des réactions un petit peu épidermiques. On peut être choqué par certaines choses qui nous arrivent par les éléments extérieurs. Nous, on est dans un domaine où effectivement nos médicaments sont gérés par des autorités de santé, des autorités de tutelle, qui sont très compliquées en France parce qu'elles sont multiples et variées. Et on peut faire face à des situations qui nous semblent injustes, anormales. Et donc, moi, j'estime qu'en tant que directeur général, je peux parfois m'agacer contre eux, m'énerver contre eux, parce que mes équipes sachent que c'est parce que je suis engagé. Ok, donc montrez votre engagement, du coup, c'est ça, montrer aussi quand vous n'êtes pas d'accord finalement. Oui, et le montrer de manière assez honnête et transparente. On a parfois besoin d'exprimer ce qu'on ressent de manière émotionnelle. Et donc, je pense que les équipes apprécient cette transparence, parce que du coup, vous êtes lisible en tant que personne. Vous jouez pas un jeu politique de faire semblant que, bien sûr, il y a des choses, on communique pas tout. Il y a certaines choses qui sont confidentielles, qu'on garde pour soi, parce que on veut les communiquer à un meilleur moment. Mais de manière générale, je pense que c'est important d'embarquer les équipes, comme vous l'avez dit, avec une certaine transparence. Ouais. Est-ce que la transparence, ça vous a déjà joué des tours? Oui, probablement des fois, il faut mieux s'abstenir de parler et puis attendre d'avoir plus réfléchi, tourner sa langue dans sa bouche avant de parler. Ça vous est déjà arrivé? Vous avez des exemples? Ça m'est déjà arrivé, oui. Il y a des comités de direction où parfois je regrette effectivement d'avoir été un petit peu trop rapide sur certaines choses et de pas laisser l'équipe s'exprimer. Oui, ça arrive, ouais. Et puis du coup, on passe à autre chose après, ça vous... Oui, on passe à autre chose. Encore une fois, je pense que les équipes sont tout à fait à même d'accepter que vous êtes un directeur, mais avec vos moments plus ou moins bons. Et puis, voilà, c'est ce que je disais, il faut être bon dans la majorité du temps, mais il faut être tolérant par rapport à ça. C'est quoi votre vision de l'autorité ? L'autorité. Je pense que l'autorité, elle nous est quand même confiée par rapport à la hiérarchie de l'entreprise. Okay. On a des hiérarchies d'entreprise qui existent, qui sont là pour ça, qui sont bien sûr verrouillées par un certain nombre de choses. On n'est pas des patrons tout puissants, mais d'avoir le respect des décisions, c'est ça l'autorité. Et de savoir que parfois on a pris des décisions parce qu'on a une expérience qu'elles n'avaient pas les autres personnes. Parfois aussi parce qu'on le dit, parce qu'on est prêt à prendre un risque. Et dire je suis pas sûr d'avoir raison, mais c'est la direction dans laquelle je veux aller. Je pense aussi que c'est important de faire confiance à l'intuition. Tout ne peut pas être cadré, même si je parlais beaucoup de science, cadré, calculé, rationalisé. Parfois, il faut se dire, je peux pas vous l'expliquer complètement, mais j'ai une intuition qu'il faudrait faire ça. Je pense que c'est important. Vous expliquez pas vos intuitions ? Les intuitions, par définition, parfois sont compliquées à rationaliser. Elles sont un peu dans le gut feeling, où on sent qu'il faudrait faire quelque chose, et qu'au fur et à mesure qu'on va le faire, peut-être qu'on va découvrir des solutions qu'on n'avait pas envisagées de manière rationnelle. Non, je posais la question parce que l'intuition, c'est un sujet qui revient beaucoup dans ce podcast. Après, l'intuition, c'est, de point de vue purement scientifique, c'est un amalgame d'observations qu'on a fait tout au long de sa vie, qui font que notre cerveau a analysé tout ça et il met ça ensemble, sans nous l'expliquer forcément pourquoi. Mais en tout cas, l'intuition, malgré tout, a quelque chose de scientifique. C'est magique. Un peu magique. Mais c'est vrai que je vous pose la question parce qu'évidemment, la majorité des femmes que j'ai me parlent de leur intuition, mais si elles ne l'expliquent pas, ça devient un peu la femme à l'intuition et donc on suit l'intuition de la femme. C'est pour ça que c'est intéressant de votre point de vue. Je trouvais ça intéressant de dire vous avez des intuitions, vous y allez et on vous suit. Alors que les interviewées que j'ai ici ne vont pas forcément s'y risquer. Elles vont la voir, mais elles vont chercher l'explication qu'il y a derrière pour se dire voilà. Mais c'est très bien. Donc je dois les rassurer en montrant que parfois je veux aller vers mon intuition. Non, mais il y a de ça, mais c'est surtout que en fait, ce que je questionne, mais on n'aura pas la réponse ni vous ni moi. Et moi d'un côté, je trouve ça déjà très bien de suivre ses intuitions. Ce que je questionne, c'est est-ce que une femme peut seulement dire elle s'appuie sur ses intuitions et elle sera suivie.
C'est ça que je pose comme question derrière. Peut-être on lui pardonnera moins, et effectivement, de suivre son intuition et qu'on va mettre ça sur le compte de sa féminité. Je sais pas. Et puis, il vaut mieux pas qu'elle se plante surtout derrière aussi. Après, l'intuition, parfois on réussit pas, hein, c'est le jeu. Hein, mais du coup, c'est pour ça que j'étais intéressée là-dessus. Mais je trouve ça top, en tout cas, qu'on écoute son intuition, parce que c'est un des vrais sujets en comité de direction. Est-ce que finalement on partage ses intuitions ou pas? Parce qu'une intuition, comme vous dites, on sait pas d'où elle vient. Après, de la prendre une décision, c'est différent, mais de la partager, de la questionner, c'est toujours intéressant. Et vous avez certaines intuitions, une fois quand vous les mettez au crible du rationnel, du pragmatisme, vous pouvez pas les suivre parce que ça va coûter trop cher ou parce que le risque est trop important, etc. Mais ça permet aussi d'ouvrir la discussion sur comment on prend une décision collective sur un sujet important, des sujets majeurs. Alors, vous avez toujours évolué dans la biopharma, vous avez été directeur dans un poste précédent. Vous étiez déjà en comité de direction ou pas? Oui, j'étais comité de direction, mais comme directeur d'une business unit. Donc, je n'étais pas le directeur général de l'entreprise, de la filiale. Comment s'est passée votre évolution de carrière? Est-ce que vous avez visé les postes de direction? Est-ce que ça vous est arrivé au fil de l'eau? Comment ça s'est passé? Non, c'est arrivé au fil de l'eau. Je pense qu'effectivement, comme je le disais au début, acquérir de l'expérience et des compétences au fur et à mesure va vous projeter naturellement. Et je pense qu'on en reviendra pour les femmes, va vous projeter naturellement vers cette possibilité de prendre des postes de direction. Ce que j'ai visé, c'est beaucoup d'avoir une société de taille humaine, d'avoir effectivement... ce qui va avec, c'est une certaine autonomie, donc une responsabilité, une accountability, comme on dit beaucoup en anglais aujourd'hui. Les grands groupes, j'arrivais pas à m'exprimer suffisamment dans les grands groupes. Je trouve qu'il y a trop de politique. Je pense qu'effectivement, dans un grand groupe, la politique vous fait évoluer vers des responsabilités et des directions. Alors, dans des plus petites sociétés, c'est les réalisations, le succès de ce que vous faites, de lancer les médicaments, de faire en sorte que, effectivement, les professionnels de santé vous suivent, qui fait votre réussite et donc votre accession à des responsabilités de direction. Ok, donc pour vous, ça s'est fait tout naturellement, évolution de compétences vers des postes de direction, sans jamais trop vous poser la question. En passant par des plus petites sociétés, en prenant le risque d'aller vers des start-up dans la biotech, avec certaines avec échec au début plutôt, et succès ensuite, parce que vous apprenez, dans les start-up, vous apprenez directement. Hein. Il n'y a pas la grande société derrière qui amortit les chocs. Quand vous avez un ou deux médicaments, s'il y en a un qui est en échec, vous avez 50% d'échecs sur la société, donc ça va vite. Comment ça s'est passé pour vous, votre entrée en comité de direction, la première fois que vous êtes entré en comité de direction, comment vous êtes senti? Donc j'étais membre en tant que directeur de la business unit. Moi, j'ai observé un petit peu comment le directeur distribuait les rôles, distribuait la parole, etc. Ça m'a semblé assez formel. Voilà, dans mon comité de direction actuel, on est moins formel, mais quand même très cadré. Par exemple, on donne des rôles qui tournent tous les 2 mois. De prise de notes, de prise de parole. Voilà, il y a le scribe, il y a le modérateur, il y a le decision pusher pour parler en anglophone, c'est-à-dire celui qui fait en sorte qui fait en sorte qu'on prenne une décision. Il y a le coach qui à la fin fait une analyse de comment on a fonctionné et ses rôles tournent. Et moi, je suis le président du comité de direction. Et ce qu'on fait aussi pour le comité de direction, c'est que ça fait maintenant presque 5 ans qu'on fait des séminaires sur nos façons de travailler. Des séminaires allongés, on en fait 2 par an, un d'une journée, un de 2 jours, pour avoir une soirée ensemble, avec des coachs. Et on ne travaille pas sur le business, on travaille sur notre façon de travailler entre nous. Ok. Comment on fait en sorte d'être dans une meilleure dynamique de discussion, de prise de décision, etc. Pourquoi vous avez souhaité se mettre ça en place? Alors, les 2 choses, à la fois les 2 fois par an avec accompagnement, et à la fois d'avoir des rôles tournants. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça? Alors, d'avoir les rôles tournants, c'est venu justement dans ces séminaires en disant il faut plus cadrer nos discussions, sinon en bon français et en bonne française, on discute, puis à la fin, il n'y a pas de décision. Donc, il faut cadrer un petit peu nos comités de direction. On a beaucoup de choses à voir dans les comités de direction, donc il faut aussi effectivement faire en sorte d'être efficient avec notre temps, d'être le plus performant en termes d'éclairage de nos décisions. Ça, c'est une première chose. Et puis les rôles, c'est venu par le fait que c'était une façon de mettre en application ce qu'on avait décidé comme mode de fonctionnement. Ça aide quand même à faire en sorte que chacun s'y retrouve. Puis c'est aussi un partage de prise de parole ou de rôle qui est tournant et donc qui fait que tout le monde a son rôle, parce que dans un comité de direction, vous avez des personnalités différentes, des plus extravertis, des plus introvertis. Ça, c'est évident. Et donc, le risque est que les introvertis s'expriment moins et les extravertis s'expriment plus. Donc, avec ce système, on a une meilleure, je pense, répartition ou dynamique de travail et d'échange. Qu'est-ce qui vous a pas plu dans votre premier comité de direction? J'ai la sensation que ça vous a pas vraiment plu. J'ai trouvé que le président était dans une dynamique de, je sais pas comment dire, de pouvoir
presque un peu illégitime de je suis là pour je suis au-dessus de vous. J'avais cette sensation. Vous divisez pour mieux régner un peu? Un peu, oui. Et je suis au-dessus de vous. Vous êtes mes obligés. Mes obligés, j'aime bien. Et comment vous êtes positionné alors dans ce codir? Parce que vous y êtes quand même resté un petit peu. Donc comment est-ce que vous êtes positionné dans cette dynamique-là? Je me suis positionné plutôt du coup en restant dans mon domaine professionnel, en restant très sur je donne mes avis professionnels sur comment marche ma business unit, etc. Je suis pas allé trop vers ce que je peux faire en tant que directeur d'une société de plus petite taille maintenant, sur utiliser mes intuitions ou mon réseau, etc. Donc je suis resté plutôt effectivement dans un cadre un peu plus restreint. Très normé, très... Un peu plus normé, oui. Du coup, aujourd'hui, votre comité de direction, vous diriez que du coup, il perçoit comment ce comité de direction par rapport aux intuitions, par rapport aux normes? Ce serait quoi les définitions de la culture de leadership chez vous, du coup? Ce comité de direction, je pense qu'il estime qu'ils fonctionnent très bien ensemble aujourd'hui. Je pense qu'ils sont contents de se retrouver. Je suis content de les retrouver. Je pense qu'ils sont en confiance les uns avec les autres. Et depuis, je dirais, au moins 2 ans, quand ils sont comité de direction, ils sont membres du comité de direction. Il y a 2-3 ans, ils venaient avec leur casquette de directeur de département. Non pas qu'ils voulaient défendre le département, mais ils avaient du mal à sortir et à avoir la vision entreprise. Et maintenant, ils ont la vision entreprise. C'est-à-dire qu'ils vont participer à des discussions qui sont bien au-delà de leur périmètre de responsabilité technique, si je peux m'exprimer. Et ils sont en vision entreprise. Voilà. Donc, et c'est ce que je voudrais qu'on préserve. Et ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'il y a des modifications du comité de direction qui, au fil des années, il y a des personnes qui partent, qui vont dans d'autres entreprises. Donc on embauche des nouvelles personnes. Il y a des nouveaux postes qui se créent. Et donc, je crois que chaque année, depuis 4 ans, on a eu, au sein de ces séminaires dont je vous parlais, l'intégration d'un ou de 2 nouveaux membres. Et donc ça, c'est très important de les intégrer, de savoir qu'on va vouloir qu'ils amènent leur propre vision des choses, leur propre personnalité, mais sans perturber le comité de direction pour qu'il soit plus dans ce bon fonctionnement. C'est cet équilibre à trouver entre les intégrer, leur donner la place qu'on veut leur donner, ils fassent évoluer ce comité de direction, déjà parce qu'ils l'amènent avec leur expertise qu'on parfois on n'avait pas. Mais tout le monde est très attaché à ce que ce comité de direction fonctionne de manière, harmonieuse. Je pense que c'est le mot. Comment ça se passe du coup l'intégration? Comment est-ce que vous faites pour ce juste milieu entre il faut quand même que vous respectiez certaines codes et vous arrivez avec des idées fraîches? Souvent on utilise les séminaires dont je vous ai parlé pour faire cette intégration. Et donc, ça permet avec nos coachs ou nos accompagnants de, par exemple, ils les interviewent en amont, et de manière à ce qu'ils donnent un rapport d'étonnement, comme on dit, pendant ce séminaire. On leur donne une place un peu particulière pendant ce séminaire. La place de la personne qui n'est pas encore dans ce comité de direction depuis longtemps et qui va pouvoir donner un avis qui est un peu candide, mais qui va au fur et à mesure s'intégrer avec ce comité de direction. Et leur donner cet avis candide, ça nous permet de dire, tiens, il a vu des choses qu'on ne voyait plus, et donc on va pouvoir intégrer sa vision dans notre comité de direction ou notre fonctionnement. Est-ce qu'en 13 ans, il y a eu des ratés? Parce que du coup, on les nommera pas, c'est très bien, mais du coup, est-ce qu'en 13 ans, il y a des fois où, en fait, finalement, vous n'avez pas réussi à intégrer, ou ça a été trop différent par rapport à d'autres choses? Il n'y a pas eu de ratés sur ça. Par contre, il y a eu quelques séminaires de direction où il y a eu des moments de tension. Du désaccords sur la façon de mettre en place notre façon de travailler, puisque ces séminaires, c'est sur notre façon de travailler le comité de direction, et des personnes qui, effectivement, en termes de relationnel, ont mal communiqué entre elles. Enfin, il y a eu des tensions, ça est arrivé. Ok, qui ont finalement été résolus, j'imagine, ou alors certaines personnes sont parties, peut-être? Certaines personnes sont parties, pas vraiment directement à la suite de ça ou à cause de ça, mais c'est des grosses tensions, parfois ça reste un petit peu, hein. Parfois pas. Moi, j'ai déjà eu, je peux le dire, un clash avec un collaborateur en comité de direction, il y a peut-être 4 ans, quelque chose comme ça, mais ça n'a laissé aucune trace. Et pourtant, c'était un clash assez fort. Qu'est-ce qui fait que ça n'a laissé aucune trace, selon vous? Parce que je crois que chacun a reconnu ses torts dans le clash. Ah, ça, déjà, c'est pas mal. Voilà. Je pense que les deux étaient en tort. Donc, moi vous et la personne, ouais. Ok. Et donc, déjà, ça, c'est une grosse avancée de savoir qu'on a été emporté par ces émotions ou par certaines choses. Et puis ensuite, de continuer à reconstruire après, justement en le mettant derrière. Et finalement, on reconstruit avec... on a eu ce mauvais moment et il est passé. Donc, il ne reviendra pas. C'est parfait, ça. Ouais. Est-ce que vous connaissez le principe de la falaise de verre? La falaise de verre, ouais. T-E-R-T ou... Non, verre comme un verre. Comme un verre, d'accord. Non, vous connaissez pas? Non. Ok.
Le principe de la falaise de verre, c'est que, alors évidemment, c'est destiné aux femmes. En fait, c'est le fait que les femmes, finalement, arrivent à des postes de direction quand c'est tellement difficile que personne d'autre n'en veut. Et donc, c'est l'atout différenciant. Donc, si elles réussissent, tant mieux, elles sont encensées, mais très souvent, dès que c'est réussi, il y a un homme qui reprend la place. Et si elles ratent, de toute façon, c'était une femme. C'est à peu près le concept. Donc, on voit bien l'idée de la falaise de verre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune accroche, et donc la femme va se débrouiller. Pourquoi je vous pose la question ? C'est parce que alors, très souvent, et je pense que c'est une grosse majorité des femmes que j'ai vues ici, même si elles n'en ont pas forcément pris conscience avant l'interview, leur premier poste de direction ou leur premier vrai poste, c'est parce qu'en fait c'est tellement compliqué qu'on a dit tiens, toi t'es différente, tu vas te débrouiller, et elles arrivent à grimper cette falaise de verre et elles ont les carrières qu'elles ont aujourd'hui. Ma question, c'est est-ce que vous êtes déjà sorti dans cette situation, vous avez pris un poste où vous êtes dit ah ouais, là ça va être chaud, ou alors vous n'étiez même pas forcément au courant avant de prendre le poste de toutes les ramifications qui allaient se passer derrière, quoi. Les postes difficiles que j'ai pris, c'est des start-up avec des médicaments compliqués à homologuer. Donc c'était ça ma falaise de verre, mais je l'ai fait en toute conscience. En toute conscience, ouais. Je pose la question parce que je trouve ça aussi intéressant, mais en même temps, quand on a discuté de votre parcours, vous m'avez dit, à partir du moment où on a les compétences, on évolue, et c'est ce que vous avez vécu. Donc, mais c'est très bien comme ça. Tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Moi, j'aimerais parler, on l'a vaguement effleuré tout à l'heure, c'est le fameux syndrome de l'imposteur, parce qu'on a parlé un petit peu du fait qu'on a des échecs, et que ça arrive et que c'est comme ça. Je vous ai demandé si vous aviez des doutes, c'est là où vous m'avez répondu que vous avez des échecs. Et que ce syndrome de l'imposteur, ça vous parle ? Est-ce que c'est un concept que vous diriez que vous avez vécu ou pas ? Non, c'est un peu fort de le dire, parce que ça voudrait dire qu'on est en permanence dans le syndrome de l'imposteur. Ça voudrait avoir des moments où vous dites est-ce que j'ai été au niveau, ou j'ai été moins bon aujourd'hui, etc. Et il faut que je fasse mieux la prochaine fois. Mais c'est une remise en question sur certains sujets. Certains sujets, ouais. Sinon, sur les gros échecs qu'on peut avoir, je pense que là, il faut être solidaire. Il y a souvent eu une décision, même si elle a été arrêtée par moi en bout de course, elle a été souvent quand même éclairée par des discussions et des avis généraux. Et donc, il faut l'assumer de manière solidaire. C'est ce qu'on fait, je crois. C'est-à-dire, on ne peut pas pointer du doigt. Le DG nous a fait faire un échec d'enregistrement d'un médicament ou de lancement d'un médicament. Non, en général, c'est effectivement plus solidaire. Pour vous, c'est très important le collectif. Oui. Ça a l'air, de vraiment le faire, d'avancer ensemble. Vous faites 2 fois par an les séminaires. En quoi, finalement, c'est très important, parce que vous êtes finalement DG, donc on pourrait dire que vous prenez les décisions et vous êtes à la tête d'eux, vous donnez le cap, vous avez parlé d'une vision. En quoi, pour vous, le collectif, c'est à ce point-là important ? Quand le temps avance, on est de moins en moins spécialiste de tous les domaines. Si je prends mon exemple, il y a 12 ans, effectivement, j'étais extrêmement compétent dans certaines maladies hématologiques. Je le suis encore, mais moins, parce que j'ai moins le temps à passer sur les essais cliniques, les études, les discussions avec les médecins, et donc l'équipe médicale qui travaille dans la société est plus compétente aujourd'hui que moi. Et dans d'autres domaines où on s'est étendu dans d'autres aires thérapeutiques. Alors là, par exemple, ma compétence est très très basse. Mais effectivement, le collectif fait que la compétence, elle est au sein de l'entreprise. Oui, du coup, vous pouvez lui faire confiance. Moi, du coup, la question que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce qui fait que vous faites confiance à quelqu'un ou pas ? On détecte bien quand on a des réunions, des discussions sur certains dossiers, les gens qui sont allés au-delà. C'est-à-dire que si vous posez une question naïve même, et ils ont la réponse, ou ils savent vous la trouver rapidement, ça veut dire qu'ils sont allés au-delà de leur périmètre de travail. Ils savent vraiment, dans le détail, le fond des dossiers. Donc vous faites confiance à la compétence. Là, je fais confiance à la compétence et quelque part l'engagement, parce que quelqu'un qui est allé au-delà de lire son dossier, mais d'aller bien au-delà et de connaître tout l'environnement de son dossier, je pense que c'est quelqu'un qui est très engagé et auquel je pourrais avoir confiance, qui fait pas le minimum. Qui fait plus que le minimum. Ouais, plus que le minimum, ouais. C'est le côté passionné dont on parlait au début. Oui, je pense que faire plus que le minimum, c'est d'avoir passionné, ça ne nous prend pas d'effort. Je suis intéressé, donc je vais lire plus que mon dossier stricto sensu, je vais me renseigner plus, je vais poser plus de questions, je vais faire la demi-journée supplémentaire dans le congrès parce que je veux aller voir telle présentation. Alors je parle de choses qui nous concernent, nous, le médical, mais oui. Et ça me donne beaucoup confiance. Vous avez déjà eu des déconvenues ? Dans ces 10 dernières années, pas tellement. Un petit peu, bien sûr, mais je vois effectivement, on a très peu de licenciements ou de ruptures conventionnelles, très peu de démissions, les gens sont bien. Donc, je pense que pour le moment, je croise les doigts, effectivement, ça va plutôt bien. Ça marche bien. Bon, parfait. Une dernière question par rapport à votre évolution de carrière. Est-ce que vous avez déjà eu des batailles d'une façon ou d'une autre ? Est-ce qu'il y a eu des choses où vous avez bataillé pour avoir un poste ou ça a été plus compliqué ? Dans le poste, effectivement, où j'étais directeur de business unit, il y avait des guerres de pouvoir
avec les gens qui étaient là avant moi. Moi, je faisais partie des sociétés qui étaient achetées. Et effectivement, il y a des luttes de pouvoir et c'est pas évident parce qu'on essaie quand même de mettre en avant ses qualités. Puis parfois, vous apercevez que ça sert à rien. J'ai une phrase que m'avait donnée le PDG, pas celui dont je vous parlais en comité d'action, mais il avait été changé. Et le PDG qui était venu après, il dit j'ai misé là où je pensais que le pouvoir était le plus fort. Ah oui, donc Oui. c'était très honnête là, Très du coup. honnête après, oui. Ok, donc par contre, vous aviez déjà le poste, vous n'avez pas bataillé pour le poste, vous avez bataillé au niveau du poste. Quand C'était vous un l'aviez. peu compliqué parce que finalement, il y avait 2 BU là où il devrait y en avoir qu'une. Ah oui, donc. Donc ils ont gardé en parallèle 2 BU, il aurait fallu mieux les consolider avec un seul directeur. Ils l'ont pas fait. Ou quand ils ont voulu le faire, de toute façon, c'était trop tard, on était déjà en rachat. Et la personne qui allait avoir le poste, c'était pas moi. Si on combinait les 2 BU. Et le PDG m'a dit, j'ai pris là où il y avait plus de pouvoir. En prenant l'autre personne. Ouais, Okay. Qui était une femme d'ailleurs. Très bien. Qui avait beaucoup mieux géré la politique du pouvoir. Elle était là avant moi, donc je pense qu'elle avait mieux géré la politique du pouvoir avec l'historique. Comment est-ce que vous faites pour qu'il n'y ait pas de politique ou qu'il n'y en ait pas trop dans votre entreprise? Parce qu'il y a toujours de la politique. Même si on n'en veut pas tant que ça, il y en a toujours un peu. Alors, je pense qu'il y a plus de politique, plus la taille de l'entreprise est importante. Ça, c'est vrai. Voilà, quand elle est plus petite. Alors, en tant que DG, je suis peut-être protégé de la politique. Parce que j'en vois pas beaucoup. Bien sûr, les gens aiment bien parler, aiment bien la machine à café. Ça me revient un peu aux oreilles parfois par mes directeurs de département. Mais pour le moment, je vois pas ça comme... Enfin, il n'y a pas eu d'effet délétère. Il n'y a pas eu ni de clash entre départements, ni entre personnes. Donc... il n'y a pas trop de politique pour le moment. En fait, je vous pose la question parce que la politique, en vrai, ça vient, de la taille de l'entreprise. C'est un fait. Plus elle est plus grosse, plus ça joue. Puis il y a les actionnaires, enfin bref. Mais ça vient aussi du DG, en fait. C'est-à-dire que selon le DG qu'on a, vous l'avez dit tout à l'heure sur le DG du grand groupe dont on parlait, il était un peu dans diviser pour mieux régner. Même s'il avait été dans une petite structure, il y aurait eu de la politique. C'est pour ça que je vous pose la question, parce que vous, en tant que DG, finalement, c'est vous, selon la culture que vous mettez en place, selon ce que vous mettez en place, qu'il va y avoir plus ou moins de politique. Après, c'est pas forcément évident de le contrôler tout le temps. Donc, Puis la politique, c'est peut-être dû aussi à la mise en concurrence, s'il y a mise en concurrence pour des évolutions, des promotions, etc. Or, nous, pour le moment, on n'a pas trop de mise en concurrence. Il y a des chemins assez balisés. Donc, on n'a pas eu des mises en concurrence qui font que les gens auraient besoin de politique pour pouvoir effectivement se positionner par rapport à un collègue. Ok. Bon, c'est une question que je pose rarement dans le podcast, mais je la trouve intéressante dans ce cadre de cet échange-là. Est-ce que la famille, ça a été un sujet pour vous par rapport à votre carrière ou pas du tout? Oui, un sujet, oui. Surtout, je pense qu'au début de sa carrière, enfin, pour ce qui me concerne moi, j'ai fait un début de carrière qui était plutôt sur l'international. Ok. Et une deuxième moitié de carrière plutôt sur la France. Alors certes, j'ai des voyages en France, ou surtout dans les congrès, ou pour aller dans le centre du global ou européen. Mais au début de ma carrière, j'avais beaucoup de déplacements dans le monde entier. Et c'est assez impactant quand on a une épouse et des petits-enfants. Et je me rends compte seulement maintenant à quel point c'était impactant et à quel point on peut être un peu focalisé ou égoïste en disant de toute façon c'est la carrière, il faut que je mise tout dessus, etc. Donc c'était impactant pour sa carrière à elle, du coup, si jamais elle en avait une. Oui. Ok. Donc, et vous avez réalisé beaucoup plus tard. Du coup, ils sont grands aujourd'hui, vos enfants, j'imagine? Oui, ils sont plus grands, oui. Ça marche. Et du coup, est-ce que vous avez rééquilibré un moment ou pas du tout? Vous avez pu faire évoluer dans votre carrière comme vous le souhaitez, finalement? Si, oui, j'ai pu rééquilibrer, oui, mais très tardivement quand même. Ok, ça marche. J'avoue. Non, mais c'est intéressant. Pour revenir à ce qui est spécifique femmes-hommes, qu'est-ce que vous pensez des quotas? Parce qu'on arrive à la loi Rixain là en mars. Donc je répète, la loi Rixain, c'est qu'à partir de 2026, 30% des membres de comité de direction doivent être des femmes. Et à partir de 2029, ce sera 40%, pardon. Mais ce ne sera sanctionné économiquement parlant qu'à partir de 2029. Voilà. La biopharma, de façon générale, il y a beaucoup de femmes. Je crois qu'on est sous 70%, voire 80%. 70. 70%, donc de façon générale, indépendamment du niveau de poste. Vous, qu'est-ce que vous pensez des quotas et de la mise en place des quotas? Alors nous, on a un comité de direction qui est 7 femmes, 2 hommes. Et j'ai même, quand on doit recruter des nouveaux membres, des femmes qui disent ça serait bien qu'on ait un homme de plus, etc. Donc c'est amusant. Je pense que c'est bien parce que c'est une piqûre de rappel pour qu'on se pose la question et que surtout on se dise mais il n'y a pas à faire de différenciation professionnelle homme-femme et il faut faire rattraper ce qui a été une dérive historique. Et donc je pense que c'est une bonne chose qui est ces quotas pour rappeler à tout le monde que par contre effectivement la question peut se poser si vous avez une mise en concurrence pour un poste entre 2 personnes et qu'il s'avère que l'homme nous semble meilleur ou meilleur fit, c'est dommage d'avoir à s'imposer un quota s'il y a une vraie différence. Mais il faudra qu'on gère
Par rapport à la phrase que vous avez dite, que je trouve géniale, qui est que, comme il y a plein de femmes, elles disent la prochaine fois, faudrait recruter un homme. Moi, j'aime beaucoup cette phrase que je ne l'entends que dans les milieux féminins. Je n'entends jamais dans les milieux masculins. La prochaine fois, faudrait qu'on recrute une femme. Donc, la question, c'est est-ce que vous l'avez déjà entendu dans un milieu masculin? Et de façon générale, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne l'ai jamais entendu, non. Je trouve que c'est amusant parce que ça montre bien qu'on a des sensibilités qui peuvent être un peu différentes. Il faut l'accepter. D'ailleurs, je pense qu'on reviendra sur le sujet, comment les femmes se comportent dans leur profession et dans leur métier, qui peut être pour moi légèrement différente. Là, je pense que c'est un petit peu... je ne peux pas m'exprimer pour elle. Pourquoi elle dit ça? Non, tant pour elle, mais à l'inverse, qu'est-ce qui vous fait dire pourquoi les hommes ne le disent pas? Moi, c'est plus ça qui m'intéresse, je vous avoue. Oui, parce qu'ils sont bien dans entre eux. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils estiment qu'entre eux, ils peuvent parler entre hommes? Pourtant, je vois bien, par exemple, on parle de différents sports. Il n'y a pas une particularité à pas parler de sport. Les garçons parlent de sport, les filles parlent d'autres choses. C'est pas vrai. Donc, on parle de culture, on parle de voyage. On a tellement de sujets communs que je vois pas. Alors, il faut leur demander pourquoi elles veulent un homme pour mettre un peu de masculinité dans ce comité de direction. Qu'est-ce qui fait... Vous vous êtes jamais posé la question, vous? Est-ce que vous avez été dans un comité de direction, il y avait plus d'hommes et vous vous êtes dit, tiens, il faudrait recruter plus de femmes? Oui, le comité de direction là dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y avait beaucoup plus d'hommes et ça faisait effectivement un petit peu... oui, je suis d'accord, ça faisait un peu société à l'ancienne. On se disait, c'est pas dans le moderne là. Et vous vous êtes fait la réflexion de dire, il faudrait plus de femmes ou pas du tout? C'est ça, c'est intéressant. Je crois pas que je me suis fait... Ouais. Non, mais c'est juste par curiosité, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que très souvent, je vous dis d'ailleurs dans le podcast là, depuis le premier jour, on me dit, est-ce que tu vas interviewer des hommes? Il y a quand même cette volonté d'interviewer des hommes. Mais je me dis, l'inverse, c'est pas forcément vrai. C'est pas mauvais ou pas mauvais, c'est juste une réflexion que je trouve intéressante en tout cas. C'est bien d'avoir une parité d'options et d'opinions. Ouais. Alors, vous vouliez parler justement, vous disiez, il y a peut-être des différences entre les hommes et les femmes que vous voyez, donc dites-moi tout. Moi, je pense que les femmes sont avant tout dans la réalisation de leur métier, de leur profession, et qu'elles mettent derrière l'évolution promotionnelle, etc. Elles veulent prouver avant de demander. Et parce qu'elles ne demandent pas beaucoup les évolutions, les femmes. Elles estiment que la charge de l'évolution, elle est auprès de l'employeur parce qu'elles ont fait le job. Et vous en pensez quoi? Alors que les hommes, ils ont ça dans leur tête, que si je fais bien, je vais demander ou il faudra que j'évolue. Les femmes sont beaucoup plus dans, effectivement, comme je vous dis, par contre, elles ne vous le pardonneront pas si vous ne prenez pas en compte qu'il est temps. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Elles sont beaucoup dans la réalisation et l'exécution et la preuve. Alors, est-ce que c'est parce que justement, elles se mettent une pression de « je dois prouver plus », je ne sais pas. Mais une fois que la preuve est faite, qu'elles sont compétentes, qu'elles ont de l'expérience, qu'elles ont pris de la maturité, de la seniorité, là, vous devez, en tant que directeur général ou comité de direction, se dire si je veux la garder, il va falloir que, effectivement, je réfléchisse à son évolution, à son plan de développement, etc. C'est du vécu, elle vous pardonnera pas si vous le prenez pas en compte? Non, c'est pas du vécu, mais on le sent, je trouve. Je trouve que, c'est... Et vous en pensez quoi de cette différence par rapport aux évolutions? Positives, négatives? Vous en pensez quoi? Non, mais je trouve que les femmes ont une approche qui est très légitime, de dire je peux évoluer et aspirer à de la direction quand j'aurai réalisé un certain nombre de choses qui montrent que j'ai cette efficience, cette efficacité, ce networking, cette position dans l'entreprise où je suis apprécié pour mes qualités professionnelles. Je pense que c'est bien. Je pense que certains hommes, quand ils arrivent jeunes, ils vont un peu vite à penser qu'ils vont pouvoir évoluer. Et du coup, ça joue comment la légitimité? Parce que c'est ça où c'est intéressant. On a parlé de légitimité tout à l'heure, notamment sur les compétences. Mais là, du coup, elle se joue comment la légitimité si une femme a dû prouver et si un homme le demande plutôt? Oui, mais met le curseur? Si on est raisonnable, on ne va pas donner à l'homme qui a demandé si on pense qu'il n'est pas prêt, alors qu'une femme qui a prouvé et qui, effectivement, même s'il n'a rien demandé, dans lequel on a détecté du talent, on va lui proposer un plan de développement, on va lui dire on compte sur toi et est-ce que tu te verrais dans telle position, est-ce que tu te verrais en manager, etc. Alors qu'un homme va souvent répondre oui, sans réfléchir. Une femme va réfléchir
je pense plus à est-ce qu'elle se voit en position de manager. Est-ce que c'est parce que elle se met de la pression et elle veut être sûre d'être au bon niveau, alors que l'homme il se lance dans la piscine et il se dit de toute façon j'arrive à nager. Je sais pas. Qu'est-ce qui fait selon vous, oui, qu'elle se met plus la pression, qu'elle prend plus le temps en fait? Qu'est-ce qui fait selon vous qu'elle prend plus le temps? Je ne sais pas. Je suis pas une femme. Est-ce qu'elles sont plus... Vous auriez pu imaginer des choses. Après, il y a plein de raisons différentes selon les femmes. Il y a plein de raisons qui peuvent être différentes. Est-ce que l'historique a fait qu'elles ont eu plus à prouver parce que leurs patrons ont été plus demandeurs auprès d'elles, ont été plus stricts? Je sais pas. Je pense que c'est une nature féminine. On le voit peut-être pour les grandes dirigeantes. Les grandes dirigeantes sont avant tout tournées vers réaliser ce à quoi elles ont été élues pour. Les hommes, on voit que quand ils accèdent à des postes de responsabilité, parfois ils sont dans leur poste pour l'image, pour tout ça, et moins dans la réalisation. Je pense que les dirigeantes sont des réalisatrices. Elles doivent prouver, quoi. Elles doivent réaliser. Ouais, à la fois parce qu'elles doivent prouver, ou peut-être parce que c'est dans la nature fondamentale des femmes de réaliser. On est très attendus. Enfin, là, pour le débat... Pour revenir à la fameuse falaise de verre, les femmes sont très attendues sur les résultats. Si elles n'ont pas les résultats, elles vont être très vite pointées. Oui, mais quand elles ont été élues démocratiquement, elles n'ont qu'à prouver d'être réélues si elles ont fait un bon job. Et je pense que leur réélection, elle la base sur la réalisation plutôt que... voilà, alors que... Sur la réalisation plutôt que sur l'influence, entre guillemets. Oui, quoi. oui. Ça marche. Pour revenir aussi aux femmes, du coup, qui prennent des décisions, moi, j'aimerais bien faire parallèle un peu, alors on verra, avec ce que vous avez dit sur la famille. Parce qu'une femme qui a les 2 enfants à gérer, on sait très bien qu'une prise de poste supplémentaire, c'est plus de temps. C'est plus de temps à consacrer au travail, plus de temps justement à se former, à faire du réseau, parce qu'en fait, à un certain niveau de poste, vous êtes obligé d'être beaucoup plus disponible pour faire du réseau. Oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est pris en compte, que vous pensez qu'il est pertinent ou pas à prendre en compte, le rapport au temps de parentalité, en fait, tout simplement? Ma vision des jeunes femmes de mon entreprise qui ont des enfants, je dirais, entre 1 an et 15 ans, hein, c'est un petit peu ce que j'ai dans mon entreprise. Je mets de côté les femmes qui ont des enfants grands et qui sont déjà dans la vie professionnelle. C'est que les nouveaux maris sont beaucoup plus dans le partage des tâches. Okay. J'ai l'impression, quand je les vois, c'est qu'elles n'ont pas de soucis pour venir à des congrès le week-end ou à des soirées networking, etc. Et que ça se répartit bien. Okay. C'est vraiment l'impression que j'ai, et c'est cette génération. Je pense que les hommes ont leur carrière, les femmes ont leur carrière, et il faut partager que pour faire une carrière, il faut parfois être en dehors des heures de travail, et que c'est chacun son tour, ou tiens, c'est moi je vais assumer pour toi, t'es en voyage, etc. Donc c'est plus facile du coup. Je pense que c'est plus facile que une génération d'avant. Ouais. Alors là, on parle de la charge domestique. Après, sur la charge mentale, c'est encore autre chose, mais on n'est pas capable de le mesurer. Et de toute façon, parce que la différence, je le précise, la charge domestique, c'est ça, c'est le fait de récupérer les enfants à l'école, de s'en occuper, de faire à manger, de nettoyer l'appartement, etc. La charge mentale, c'est tout ce qui vous bloque le cerveau, de penser aux courses de la semaine d'après, de penser au médecin, qui prend une partie de la charge mentale qu'on a sur le travail, parce que le travail est aussi une charge mentale qui est beaucoup plus à jongler et qui fatigue aussi. Mais en tout cas, en termes de charge domestique, déjà, on est plus sur un partage. En vrai, ça facilite le temps. Mais c'est vrai que je pense que la charge sur les femmes doit être assez élevée quand même. Il y a sûrement... c'est des mamans, hein, quand même. Et donc, je pense que ça doit être plus élevé, d'être sûr que ça assure derrière. Et que... Bon, après, il y a des cas qui existent, qu'on rencontre... de plus en plus, en tout cas que moi je rencontre de plus en plus, qui est que c'est la femme qui travaille et l'homme qui travaille, qui est moins carriériste et qui va gérer sa charge mentale. Dans des familles, ça commence à se faire aussi, hein, donc il y a une réalité. On va pas non plus faire complètement de généralité, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi comment c'est pris en compte. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez mis en place au sein d'Insight par rapport à l'égalité, que ce soit sur le recrutement, que ce soit sur l'évolution, est-ce qu'il y a des choses que vous mettez en place ou pas du tout? On n'a rien en place. Je pense que c'est un peu, je sais pas si c'est inné ou acquis chez nous, mais par exemple, on essaie de faire très attention au niveau de salaire, dans tous les sens du terme. On sait très bien que parfois les femmes arrivent avec des salaires légèrement décalés à poste égal, et on fait en sorte de les faire rattraper. Alors, on peut nous reprocher, on peut pas les faire rattraper parfois quand il y a un écart relativement important dans la première année, mais sur une distance de 3 ans, on les fait rattraper et on est attentif à ça pour être sûr qu'effectivement, il n'y ait pas cette possibilité que, parce qu'une femme avait moins négocié avant, elle continue ce décalage chez nous. C'est un vrai sujet, le salaire. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. On a parlé de la demande d'évolution,
qui, ça, vous disiez, est assez genré finalement. Mhm. Mais c'est vrai que le salaire, comment est-ce que vous faites? Parce que ça veut dire que si vous voulez rattraper, il faut donc augmenter la femme. Ça, j'ai envie de dire, c'est le plus simple. Il faut aussi réfréner son collègue masculin qui serait en face, s'il y en a un. Donc, comment est-ce que vous gérez ça, cette transparence des salaires qui est encore pas transparent, mais qui passera bientôt de toute façon? Comme on a quand même nos benchmarks par rapport au métier dans la pharma, si un homme est déjà au niveau où on pense qu'il doit être, et au regard aussi de ses performances, il va avoir effectivement une évolution de salaire qui est plus raisonnable ou plus minorée. Et effectivement, on a un système chez nous, par exemple, avec ce qu'on appelle le merit increase, l'augmentation par rapport au mérite, et une possibilité d'ajustement. Justement, c'est pour compenser un écart de benchmark. Et donc, on utilise ça pour, évidemment, si une femme est effectivement décalée de 2, 3, 4% par rapport à un homme, on va mettre plus 3% dans l'adjustment, plus les 2% ou les 3% dans le merit increase, elle aura 6, et l'homme aura 3. Et donc, ça va se réguler comme ça. Vous avez parlé au tout début de la transmission, qui était important pour vous dans le rapport au pouvoir, de dire, il y a aussi, on gagne en compétences, on gagne en réseau, on gagne, voilà. Donc la transmission, j'imagine que c'est quelque chose qui vous plaît, de former des personnes plus jeunes, des directeurs, des managers. Est-ce que vous avez fait pas mal de mentoring, est-ce que vous faites de mentoring, ce genre de choses, et est-ce que vous avez accompagné autant des femmes que des hommes? Est-ce que vous avez, comment ça se passe vis-à-vis du mentoring? Oui, autant d'hommes que de femmes, je pense. Un comité de direction plutôt féminin. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, ou finalement, hommes, femmes, même débat, ça dépend des personnes? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus générales? Ce que je trouve bien quand même, c'est de faire du coaching tripartite, d'avoir effectivement quelqu'un qui accompagne, qui cadre, de manière à ce qu'effectivement, souvent on sait quand l'oral s'envole, il faut un petit peu écrire les choses pour être sûr qu'on soit bien compris. Donc je pense que c'est bien dans le mentoring d'avoir une aide qui effectivement peut réécrire les choses, peut parler en one-on-one avec la personne, surtout qu'en tant que DG, ça mon ancienne directeur RH me le rappelait souvent, elle me disait, mais parfois Olivier, vous vous rendez pas compte, vous êtes le DG, donc ils vont se comporter d'une certaine manière avec vous et pas complètement comme ils se comporteraient si vous étiez juste un collègue d'égal à égal. Et donc ça, c'est vrai qu'il faut parfois se le rappeler. Vous pensez quoi de cette mouvance du coaching des femmes? Coaching des femmes en particulier? Oui, parce que vous savez, il y a toute une mouvance qui dit qu'il faut coacher les femmes pour arriver à des postes de direction. Il y a de plus en plus de coaching de femmes, de mentoring de femmes. Vous en pensez quoi de façon générale? Je pense que tout le monde a besoin de coaching dans sa vie professionnelle quand on veut évoluer, parce que c'est quand même un monde compliqué, le monde professionnel. Coaching des femmes en particulier, je ne vois pas pourquoi on estimerait qu'elles ont besoin de plus de coaching. Alors peut-être par rapport au fait qu'elles doivent plus prouvé. Et donc, je pense que s'il y a coaching spécial pour les femmes, c'est pour les rassurer en disant qu'elles sont légitimes dans le monde professionnel. Vous avez pas l'air hyper convaincu, mais ça me fait plaisir. Hein. Non, mais... Parce que moi, je trouve qu'on dit surtout qu'il y a du coaching pour les femmes pour rassurer le reste du monde que les femmes ont besoin de coaching. Mais j'aime bien votre réponse. Non, mais ouais. Bon, on est quand même dans un monde professionnel. Je veux dire, on a un monde qui est, heureusement, un suffisant de cadre. On parlait de l'hôpital qui n'a pas de cadre. C'est le problème. Oui. Nous, on a un cadre avec des hiérarchies, avec des spécialistes, des RH, avec ceci, avec cela. Et donc, un cadre dans lequel on a de la flexibilité, de la liberté, de l'agilité. Mais ce cadre, par définition, il nous garde dans un cadre. Et donc, je pense qu'effectivement, dans ce cadre, on peut être tous très égaux par rapport au genre, par rapport à sa vie professionnelle. Parfait. Ouais. Mais je vais vous poser ma dernière question. On n'a pas beaucoup parlé de la succession. De la succession, oui. Allez-y, c'est-à-dire ? Écoutez, moi, dans mon entreprise, c'est une femme qui prendra ma succession. En quoi c'est important pour vous ? Parce que, déjà, elle est complètement légitime, parce que ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble, donc on fonctionne bien ensemble, sinon on ne serait pas restés ensemble. Et donc, je trouve que c'est important, parce que pour moi, c'est assez une certaine fierté de dire qu'il y aura une continuité, même s'il y aura des différences, il y aura son propre style, etc. Mais je pense que c'est une certaine fierté d'avoir cette continuité. Et puis, vis-à-vis des collaborateurs, je trouve ça assez rassurant de se dire on ne va pas nous parachuter un nouvel homme ou une nouvelle femme, mais on a quelqu'un, effectivement, ils auront une femme qui a développé la société à mes côtés, qui en a été un pivot. Et donc, je pense que c'est vraiment une belle histoire.
Parce que la succession, elle est pour quand, du coup? J'imagine que si vous m'en parlez, c'est dans pas très longtemps. Elle est probablement dans un an. Ok. Et du coup, cette personne-là, vous l'avez choisie quand? C'est un choix qui se fait de manière un peu consensuelle avec la direction générale au-dessus de moi, direction de l'international, qui se fait assez naturellement. Et je me rappelle, on s'était dit avec le DRH que je connais depuis longtemps, on s'était dit déjà il y a 2-3 ans, ça serait bien de faire de ta succession un exemple vertueux. C'est beau ça. Ok, donc du coup, ça fait un moment que vous travaillez dessus. C'est quelqu'un à qui vous faites un binôme depuis longtemps. J'imagine que l'entreprise la connaît et sait que cette succession, ça va être elle. Elle doit être DGA. Voilà, on l'a nommé il y a effectivement quelques mois, directeur général adjoint. Et vous voyez, je pose la question parce que c'est un vrai sujet. En quoi c'est important que ce soit une femme ou pas un homme? En quoi le genre est important, du coup, dans cette succession? Il n'est pas si important que ça, mais tant qu'à faire, c'est chouette. Très bien, voilà. J'en suis ravie. Ouais. Ok, ça marche. Il y a autre chose que vous vouliez aborder? Non, merci beaucoup. Effectivement, c'est bien que vous fassiez ce type d'échange parce qu'il faut pouvoir s'exprimer sur ces sujets de manière ouverte, transparente, honnête, et de manière raisonnable aussi. Je pense que ce qui manque dans ce monde actuel qu'on voit autour de nous, c'est du bon sens et de la raison. Je suis d'accord avec vous. Et je vais quand même vous poser ma dernière question, du coup. C'est quoi, selon vous, qui devrait changer dans la société et ou les organisations pour arriver à une égalité de pouvoir? Qu'on ait effectivement cette vision que nous pouvons avoir des sensibilités qui se traduisent parfois par des comportements différents, mais qui sont tout à fait compatibles et complémentaires. Et donc, on en parlait un peu pour les papas et les mamans. Donc, c'est tout à fait possible, avec ce bon sens, d'avoir un monde plus harmonieux. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez aimé cette interview, partagez-le autour de vous. Dites-le nous aussi en commentaire, sur les plateformes ou sur les réseaux. C'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Et bien sûr, pensez aux étoiles pour toujours nous donner plus de visibilité. Merci beaucoup et à bientôt.